Maghreb Orient Express, bienvenue à tous, heureux de vous retrouver comme chaque dimanche. Au sommaire, ce soir, une question, où va la Tunisie? Un peu plus de 2 ans après le départ de Zine El Abidine Ben Ali, la transition démocratique est dans l'impasse. L'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd exacerbe plus que jamais les tensions politiques. Alors révolution trahie, volée, comme le disent certains, nous le verrons. On se penche sur une situation qui semble en tout cas beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Avec nous, plusieurs invités en direct de Tunis. Sami Triki, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du bureau politique d'Ennahda, le parti qui gouverne la Tunisie, avec ses alliés du CPR et d'État cathol. Avec nous également Abdelmajid Belaïd, également en duplex de Tunis. Bonsoir également à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du parti Ouattad, le mouvement des patriotes démocrates. Vous êtes le frère de Chokri Belaïd, l'opposant assassiné le 6 février devant son domicile. Et puis on sera tout à l'heure avec Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, président d'honneur de la Fédération tunisienne des droits de l'homme. Sur ce plateau, Ella Yousfi, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes l'auteur de l'UGTT au cœur de la révolution tunisienne. Le livre paraîtra très prochainement aux éditions Med Ali, édition tunisienne. Isabelle Mandreau, bonsoir à vous. Vous êtes grand reporter, correspondante du journal Le Monde en Tunisie. Vous êtes tout juste de retour de Tunis. Votre avion a atterri tout à l'heure. On commence avec l'actualité chaude du moment en Tunisie, la question qui divise. Les discussions doivent reprendre demain entre le Premier ministre Hamadi Jebali et les partis d'opposition. Sami Triki, le Premier ministre tunisien propose la formation d'un gouvernement dit de technocrates, c'est-à-dire sans appartenance politique. Pourquoi est-ce que votre parti Ennahda rejette cette proposition de sortie de crise alors qu'on le rappelle, Hamadi Jebali lui-même est issu de vos rangs, il en est même le numéro 2. Pourquoi ce refus ? Bonsoir tout d'abord pour tout le monde, bonsoir à vous et bonsoir à tous les spectateurs de TV5. L'initiative de M. Hamad Jebali, le Premier ministre, a été refutée ou refusée, c'est un peu exagéré, mais plutôt le parti demande à ce que soit assorti de garanties. Jusque-là, on n'a pas confiance que son initiative ou sa proposition pourrait avoir lieu ou pourrait réussir ou pourrait aller plus loin. Si avec un gouvernement soutenu directement par le parti et par une coalition tripartite, elle a trouvé beaucoup d'handicaps, comment pourrons-nous dire d'un gouvernement qui n'a pas le soutien des partis politiques? Pour vous, il faut respecter Sami Triki, la légitimité des urnes, c'est ça, vous évoquez le résultat des élections de la Constituante, c'est ça, hein? Oui, bien entendu. Dans toute démocratie, les partis qui ont réussi les élections devraient régner. On voit mal pour quelle raison le parti Ennahda serait privé, et avec ses partenaires à la coalition, de participer à ce gouvernement, à ce nouveau gouvernement que c'est Hamadi cherche à mettre en place. C'est donc Merci Sami Triki. Jusque-là, on n'a pas compris. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Donc les discussions reprennent demain. Abdelmajid Belaïd, la plupart des partis d'opposition sont plutôt d'accord avec le Premier ministre tunisien. Votre formation, vous, le PD est contre. Pourquoi? Même question, refusez-vous la formation d'un tel gouvernement de substitution, en tout cas composé de technocrates? Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Pour notre parti et celui même du Front populaire, nous sommes totalement contre, parce que c'est tout simplement une comédie de basse qualité. Changer de ministre sans changer de programme, on ne connaît pas le programme de M. Jebali, ça d'une part. D'autre part, M. Hamadi Jebali, il gouvernait, c'était le chef d'un gouvernement qui a échoué sur tous les plans. Donc on ne voit pas qu'est-ce qu'il va ajouter en changeant les quelques ministres. En plus, on n'y croit vraiment pas, c'est à cette, disons, comédie, quoi. Alors restez également avec nous, on vous retrouve dans quelques instants à Abdelmajid Belaïd. Isabelle Mandreau, je me tourne vers vous. Vous avez couvert la révolution tunisienne et la transition qui dure maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Vous rentrez donc, on l'a dit, tout juste de Tunisie. Quelle est l'atmosphère sur place ?
L'atmosphère est très calme. Passé l'émotion évidemment de l'assassinat de Chokri Belaïd et le débat est entièrement politique aujourd'hui, donc il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de discussions au niveau politique, mais dans la rue, c'est très très calme aujourd'hui. Et sur ces tensions politiques, on vient de voir par exemple deux positions qui paraissent difficilement conciliables. Elles sont tendues, ces relations. Oui, parce qu'il y a vraiment un débat politique assez aigu aujourd'hui en Tunisie entre ceux qui veulent un gouvernement de technocrates, ceux qui veulent un gouvernement politique, et puis pourquoi faire, et puis avec quelle échéance. Encore une fois, il n'y a toujours pas d'échéance pour ces élections, donc il n'y a pas de feuille de route, comme on dit en Tunisie. Mais je vous lisais il y a 2-3 jours dans Le Monde, vous dites, finalement, pratiquement tous les partis politiques sont en faillite, c'est-à-dire ? Ils ont tous, pour moi, une responsabilité, en fait, de la situation aujourd'hui en Tunisie. Et la première responsabilité est certainement celle de tous ces élus à l'Assemblée nationale constituante qui débattent, mais qui débattent depuis longtemps, et qui ont pris du temps. Et donc la Constitution n'a toujours pas été rédigée. Je rappelle encore une fois qu'elle a été prévue pour un an. Donc octobre dernier, en principe. Voilà. Le délai est aujourd'hui dépassé, soit, mais on ne voit toujours pas l'issue, malgré l'urgence, malgré les appels répétés d'ailleurs de plusieurs politiques pour que ça s'accélère. Il n'y a pas cette échéance et donc ça bloque la suite du processus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'élection tant qu'il n'y a pas la Constitution. Et il ne peut pas y avoir une transition comme ça ad vitam aeternam et qui dure dans le temps. Ella Yousfi, quand on parle de la Tunisie, depuis le départ de Ben Ali, il y a une question qui accapare le débat, c'est celle de la dichotomie entre laïcs et islamistes ou religieux. Le président tunisien a d'ailleurs dénoncé notamment le fait que certains médias français utilisent le même terme pour parler des insurgés au Mali et pour parler du parti Ennahda. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce qu'il y a une place trop importante ? Est-ce que la réalité se résume à ça ? Vous savez, la dictature tunisienne a été souvent légitimée par le chantage à l'islamisme et par justement cette dichotomie-là. Et je pense qu'elle est maintenant largement refusée par une bonne partie des Tunisiens. Maintenant, cette dichotomie-là cache à mon sens trois points et trois aspects fondamentaux qui ne sont pas forcément médiatisés. D'abord, cette dichotomie-là cache le fait qu'il y a au sein même des islamistes des tensions et des divisions très fortes. En témoignent les dernières déclarations contradictoires entre plusieurs chefs de Nahda, entre Mourou, Ghanouchi et Jbeli. Deuxièmement, ça cache aussi une bataille très importante entre la nouvelle élite qui arrive au pouvoir et l'ancienne élite, les anciens du régime qui ne lâchent pas leur position matérielle, économique et politique. Et là, il y a une bataille aussi très importante et on n'en parle pas assez. Et troisième élément que cette dichotomie cache, c'est la bataille entre la sphère politique d'un côté. On a une classe politique là qui s'active pour trouver un consensus sur les intérêts. Et de l'autre côté, on a des mouvements sociaux très revendicatifs, des mouvements sociaux qui sont complètement, qui sont vus en partie leur lutte confisquée par cette classe politique et cette bataille politique. Et ces mouvements sociaux n'ont pas encore dit leur mot et leur temporalité est différente de celle de la bataille politique. Et c'est aussi un élément à prendre en compte. Et je finirai sur un dernier élément. La dimension régionale est aussi absente du débat quand on traite de cette manière-là du dossier tunisien. On n'oublie pas qu'il y a une tension très forte en Libye, il y a un contexte de crise économique mondiale très important, et puis il y a ce qui se passe en Algérie et au Mali, et c'est pas sans répercussion sur la Tunisie, sans parler de certains propos qui datent de l'époque de la société laïcarde française de 1789, comme les propos de Valls, qui ne font que envenimer cette situation. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur français, qui a parlé donc de fascisme islamique. Vous parliez des régions, bien entendu. C'est de Sidi Bouzid, du bassin minier de Gafsa, tout est parti, même bien avant qu'on le pense. C'était en 2008. Samy Triki, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre sur ce débat laïque, religieux. Quel est votre avis à ce sujet ? Bon, je ne vois pas clairement une division entre les factions populaires qui divisent ce pays entre laïcs et islamistes. C'est une division erronée et complètement illusionnaire. Le peuple tunisien a d'autres attentes et d'autres aspirations. Certainement, il y a ceux qui cherchent à mettre ou qui creusent
qui essaie de creuser cet écart entre les fractions de toutes les classes populaires. Personnellement... Oui, Samitriki, il y a quand même eu ce projet d'article de constitution qui évoquait la femme comme étant le complémentaire de l'homme. Alors bien entendu, la question a divisé au sein même d'Ennahda, mais il y a quand même eu quelques alertes, il y a quand même eu certaines inquiétudes de la part, pas forcément des laïcs d'ailleurs, mais de la part des femmes tunisiennes, notamment qui bénéficient du statut du code personnel le plus envié dans le monde arabe. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes ce soir ? Bon, je pourrais dire que toujours notre mouvement subit une cabale de détracteurs. On essaie toujours de souiller notre image. Parce que réellement, on n'a jamais parlé de complémentarité de la femme par rapport à l'homme. On a parlé de complémentarité des deux par rapport c'est la complémentarité de la femme et l'homme l'un envers l'autre, mais pas de la femme envers l'homme. Là, c'est un peu louche et on essaie parfois de semer le doute et des inquiétudes au sein de la classe sociale et tout ça. Donc, il faut voir les choses autrement. Le peuple tunisien est en train de bâtir sa démocratie, c'est une démocratie naissante. On est en train d'essayer tout le monde de rédiger notre constitution dans les règles de l'art. Il y a des différences, ça c'est certainement, mais on essaie de les régler dans les structures légales, dans le cadre institutionnel. Il y a des débats et c'est normal dans une atmosphère et dans un climat politique qui s'épanouit avec le temps. Très bien. Restez avec nous, Samitriki. Abdelmajid Belaïd, j'aimerais revenir sur l'assassinat de votre frère. On imagine que la douleur est toujours là pour vous. Alors, votre belle-sœur, Besma Kalfaoui Belaïd, avait directement accusé Ennahda dans un premier temps. Elle a semblé, dans les colonnes du Monde, en tout cas interviewée par Isabelle Mandreau, revenir un peu, mais maintient tout de même, je cite, Ennahda et le gouvernement tunisien sont responsables du meurtre de mon mari en ayant laissé se développer la violence dans la société tunisienne, en la banalisant. Vous, Abdelmajid Belaïd, que dites-vous ce soir à ce sujet? Je tiens à ce qu'a dit ma belle-sœur et je l'ai dit moi-même à pas mal de presse et j'accuse carrément Ennahda parce que depuis que ça fait longtemps que Chokri Belaïd réclamait dans toutes les conférences de presse, dans les chaînes télévisées, que la violence est déjà, comment dirais-je, elle est gardée par les dirigeants de Ennahda. Donc, il a été pas mal de fois agressé, soit verbalement, soit oralement, par téléphone. Donc, et le gouvernement le savait. Nous avons même des charges par écrit faites par le doyen des avocats chez le Premier ministre en nous disant que Chokri Belaïd est accusé il veut le tuer, quoi. Alors, même le président de la République. Alors, on va demander à Samitriki quand même une réaction. Le président de la République. On n'a pas encore beaucoup entendu la réaction d'Ennahda à ce sujet. Samitriki, que répondez-vous à ces accusations? C'est des accusations, tout d'abord, qui ne sont pas prouvées. Tout d'abord, je comprends. Écoutez, là, tout d'abord, laissez-moi présenter mes condoléances à son frère et à sa femme, à tous ses proches et à toute la patrie, parce que on est tous sous le choc jusqu'à maintenant. C'était un crime, un acte de violence qui était imprévisible, que personne n'a attendu. Et je comprends la douleur de son frère, et je comprends la colère, je comprends les accusations, bien sûr, puisque notre parti est dans le gouvernement, donc nous assumons en tant que tel la responsabilité politique. Alors justement, Samitriki, sur ces violences précisément, j'aimerais parler. Mais je m'excuse. Là, je m'excuse. Mais de point de vue pénal, il faut être là clair là-dessus. Il n'y a pas de responsabilité pénale du mouvement en ce qui concerne l'assassinat mon confrère. C'est un confrère. Confrère Chokri Belaïd.
et du martyr Chokri Belaïd. Alors Abdelmajid Belaïd n'est pas d'accord avec vous. Alors Sami Triki, pardonnez-moi juste une question précise justement sur les violences évoquées justement par Abdelmajid Belaïd. J'aimerais qu'on évoque le cas très controversé de ces ligues dites de protection de la révolution. Pourquoi est-ce que Ennahda, qui est aujourd'hui au gouvernement et ses alliés, ne décide pas purement et simplement de l'interdire? Est-ce que ça n'apaiserait pas finalement les choses? Je vois Abdelmajid Belaïd qui acquiesce à la question que je vous pose. Ce serait pas difficile en tous les cas à mettre en pratique. Ce serait un geste fort, non? Bon. Sami Triki, la question s'adresse à vous. Hein. Oui, sur les ligues de protection de la Révolution, beaucoup la présentent comme une milice qui est la vôtre finalement. Écoutez, il faut pas tout d'abord parler de violence de façon démesurée. C'est des actes plutôt sporadiques, dispersés, qui se cachent de plus en plus. Elles deviennent de plus en plus rares. Ça n'empêche pas. Cette violence ne débutait pas depuis ce gouvernement. Elle débutait déjà bien avant, avec même le gouvernement de Sepsi. Avec la violence après la révolution, c'est des réactions parfois qui est un peu exagérée, mais on cherche petit à petit à résoudre ce problème. Et on cherche de résoudre ce problème d'une manière... Je m'excuse. Écoutez, je m'excuse. Et cette violence n'est pas seulement d'une seule part, de toutes les parts, de tous les côtés. Alors Abdelmajid va répondre. Nous avons entendu... Très bien, Sami Triki. Je m'excuse, nous avons entendu des appels de violence, par exemple, de la part de Adnan El-Haji, qui a demandé l'extermination des islamistes dans un vidéo calmonieux que tout le monde l'a écouté. Alors justement, Abdelmajid Belaïd, est-ce qu'il n'y a pas effectivement, je vous pose la question, une espèce une sorte de violence qui a augmenté, en tout cas dans les propos, comme le dit Sami Triki, pas seulement en tous les cas d'un côté, mais de l'autre aussi. Vous n'êtes pas d'accord? Non, du tout. D'ailleurs, ces gens-là, ils sont protégés par le gouvernement même. Et vous n'avez qu'à voir après la réunion du comité central de Nahda, ou comment on appelle ça, ils sont protégés. Et tous les Tunisiens le savent. Tous les Tunisiens sans exception. Ils sont protégés par l'État, par le gouvernement, surtout par Nahda. Alors, Abdelmajid Belaïd, on dit souvent que tous ces débats sur les violences, les tensions, finalement mettent de côté la question économique, la misère actuellement dont souffrent beaucoup de Tunisiens. Vous êtes membre d'un parti qui est d'obédience marxiste. Vous avez évoqué tout à l'heure le Front populaire, qui est la coalition qui englobe certains partis d'opposition. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui en matière d'économie? Quelle est l'urgence, selon vous, dans votre parti? Dans notre parti, nous, on a proposé même dès le début de faire un gouvernement de quelques ministres et prendre 5 ou 6 sujets importants pour sauver le pays, tels que le travail, tels que surtout l'emploi des jeunes, la presse, pour surtout les jeunes, parce que quand même nous avons plus de 150 000 chômeurs qui sont diplômés, à part la majorité des jeunes qui sont au chômage. Nous avons 5 ou 6 axes qui peuvent sauver le pays, et par la suite on verra si, mais d'après ce qu'on voit actuellement, le gouvernement n'a aucun programme visible pour aucun Tunisien. Merci beaucoup Abdelmajid Belaïd d'avoir été avec nous en direct de Tunis. Merci d'avoir témoigné ce soir dans Maghreb Orient Express. Sami Triki, vous allez répondre sur la question économique dans quelques instants. D'abord Isabelle Mandreau, vous avez consacré des reportages, notamment cette semaine, à cette situation économique. Il y a notamment ce chauffeur de taxi qui vous raconte qu'il a une famille de 9 personnes à charge et que le kilo de viande est aujourd'hui à 10 €. 20 dinars, oui, c'est ça. La première violence, elle est sociale pour les Tunisiens parce qu'ils souffrent d'une situation économique et sociale importante, des difficultés quotidiennes qui sont réelles, qui se sont pas arrangées, si ce n'est qu'elles se sont même dégradées depuis la Révolution, et particulièrement dans les régions, bien sûr dans les régions du centre qui sont plus défavorisées que sur les côtes. On a vu des troubles à Siliana, par exemple, à Sidi Bouzid encore. Il y en a eu beaucoup. Tout au long, il y en a eu beaucoup. Il y a des manifestations sporadiques comme ça, un peu dans tout le pays, des explosions de colère, etc. Donc cette violence, c'est la première violence en fait. Et c'est vrai qu'elle est masquée en fait par les débats politiques, mais Mais ils vous le disent ça, les gens, les Tunisiens vous disent effectivement, on parle beaucoup de ça et pas assez de notre situation quotidienne. Bien sûr, ils le disent. D'ailleurs, ils se détournent de la politique. Aujourd'hui, c'est ce qui paraît incroyable, c'est que c'est-à-dire 2 ans après la chute d'une dictature, ils se détournent déjà de la politique. Ils disent leur écœurement.
dans la rue. Ils le disent très clairement. Et eux, qui sont préoccupés par leur situation quotidienne. Et donc, beaucoup m'ont dit, et c'est ça que je trouve d'ailleurs le plus inquiétant, nous n'irons plus voter. C'est-à-dire qu'aux deuxièmes élections, les premières élections libres, comme on a dit en octobre 2011, les prochaines, beaucoup disent qu'ils n'iront même plus voter. Oui. Donc c'est la première violence. Après, je voulais juste revenir sur la violence, dont on parlait il y a quelques instants. Elle s'est répandue effectivement dans la société tunisienne. Elle s'est répandue de tous bords. Il faut voir les débats sur les réseaux sociaux. Ils sont extrêmement violents. Et là, Yousfi, vous vous êtes donc intéressé à l'UGTT, ce syndicat qui, selon vous, incarne l'opposition tunisienne. Alors donc, j'aimerais entendre votre point de vue sur la situation économique et quel rôle joue ce syndicat UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail. Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, les mouvements sociaux la réponse qui a été apportée par les 3 gouvernements ou 4 gouvernements successifs aux mouvements sociaux, c'était ou bien répression policière ou attendez, il faut qu'on règle les affaires politiques, il faut qu'on se partage les gâteaux et après on verra bien. Donc on a cristallisé le débat uniquement sur le calendrier électoral en disant aux gens, attendez, vous avez patienté pendant 23 ans, vous pouvez patienter encore quelques mois. Et ça marche pas comme ça parce que les gens s'y sont révoltés. C'est bien pour la question économique. Deuxième élément de réponse aussi des 3 gouvernements, c'est on va continuer avec le même régime économique de Ben Ali. Il y a eu des problèmes de corruption. On concentre les problèmes économiques uniquement dans un problème de corruption rattaché un peu à la famille Ben Ali et la famille Trabelsi et on reprend avec le même régime. Pareil, la réponse des mouvements sociaux, non. On veut une remise en question profonde de pas que des services, pas que le secteur des services, secteur tertiaire, mais aussi une vraie politique économique ouvrière une vraie pour les jeunes. Économique et avec plusieurs mouvements, associations qui remettent aussi en question les accords Euromed entre la Tunisie et l'Europe, qui ont maintenu le pacte entre l'élite économique locale en Tunisie et l'élite politique. Que ce partenariat finalement profite plus au peuple tunisien, c'est ce que demandent les Tunisiens. Donc, et pour attaquer les dysfonctionnements structurels de l'économie tunisienne. L'UGTT, dans tout ça, l'UGTT a servi de structure intermédiaire entre les mouvements sociaux spontanés et les gouvernements. Donc ils ont joué un rôle très important pendant le processus de soulèvement au début. Mais justement, alors en un mot ou 2 mots, je vous demande là votre position, c'est peut-être difficile pour vous. Est-ce que, comme le dit Ennahda, ce syndicat outrepasse son rôle? On sait qu'en France, la CGT a aussi un rôle politique. Elle a souvent été alliée au Parti communiste. Elle en est aujourd'hui très proche. Est-ce qu'elle outrepasse ou pas son rôle? Ce que reproche Ennahda. Je vais répondre en 2 phrases. Vous allez me laisser. Je vous laisse. Historiquement, l'UGTT a toujours eu un rôle politique, économique et social, et c'est historique. Maintenant, la question, est-ce que l'UGTT est capable d'allier à ses positionnements politiques un vrai projet économique et social alternatif? C'est ça la grande question, et c'est le défi qui est posé à l'UGTT pour qu'elle accomplisse son rôle comme l'attendent le mouvement social et ne pas focaliser uniquement sur le calendrier électoral ou politique. Alors Mokhtar Trifi, pardon Isabelle Mandreau, parce qu'on doit y aller, le temps presse. Mokhtar Trifi, bonsoir, pardon de vous avoir fait attendre. Vous êtes président d'honneur de la Ligue tunisienne des droits de l'homme que vous avez dirigée pendant plus de 10 ans. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la plus grande inquiétude concernant les droits humains en Tunisie ? Bonsoir. La plus grande inquiétude, c'est celle qui vient de la propagation de la violence. Comme vous l'avez vu, l'assassinat de Feu Chokri Bel'Aid en a été l'exemple le plus frappant. Mais avant, il y avait eu toute une série d'actes de violence, y compris celui qui a été perpétré contre le GTT le 4 décembre 2012, à l'occasion de la commémoration de l'assassinat du militant syndicaliste et national Farhat Hached. Donc c'est une grave atteinte aux droits humains, mais il y a aussi la propagation de la torture. Le retour de la torture est vraiment patent. Et nous avons attiré l'attention du gouvernement depuis pas mal de temps sur ce phénomène. Malheureusement, l'impunité continue à sévir dans plusieurs régions. L'une des conditions de l'éradication de la torture, c'est de pouvoir visiter les prisons, de pouvoir visiter les lieux de détention et tout cela, ce qui n'est pas exactement le cas pour le moment.
Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à cette question. Vraiment désolé, le temps presse, mais on a compris votre inquiétude sur, selon vous, cette impunité en tous les cas. Sami Triki, vraiment rapidement, en 45 secondes maximum, sur l'économie, je sais que c'est difficile, mais comment expliquez-vous l'échec en matière économique du gouvernement ? Non, ce n'est pas un échec, contrairement. Le gouvernement est en train de réaliser un terrain favorable pour la prospérité économique. Mais le problème qu'on est en période transitoire, que tout le monde s'est mis d'accord, est-ce que le modèle économique ne change pas? Parce qu'en période transitoire, on ne pourrait pas toucher directement ou la remise en cause tout entière du modèle économique déjà existant ou déjà en place. Aussi, le GTT n'a pas présenté jusqu'à maintenant une alternative économique qui pourrait aider à un tel épanouissement économique. En plus, il n'y a pas un paix social qui aide au décollage économique. Avec l'effondrement de l'État après la Révolution, nous assistons maintenant à une crise plus ou moins merci beaucoup, Sami Triki. À une crise mondiale. On a compris votre propos. Merci beaucoup, Sami Triki. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique d'Ennahda. Merci à Mokhtar Trifi, président d'honneur de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, que nous aurons l'occasion de réentendre à nouveau sur TV5 Monde. Merci également à nouveau à Abdelmajid Belaïd, qui est membre du Parti des Patriotes démocrates, que l'on a entendu tout à l'heure. Merci, Isabelle Mandreau. Vous repartirez sans doute bientôt en Tunisie. Rappelons d'ailleurs que vous êtes correspondante du Monde à travers tout le Maghreb, que vous étiez récemment en Algérie. Merci également, Ella Youssi. On attend donc votre livre sur le GTT au cœur de la révolution tunisienne avec impatience. Vous aurez vous aussi l'occasion de revenir sur TV5 Monde dans Maghreb Orient Express. On se retrouve quant à nous dimanche prochain. Merci à vous tous qui nous suivez à travers tout le Maghreb. Nous parlerons dimanche prochain de la situation en Irak, 10 ans tout juste après l'invasion américaine. En attendant, vos commentaires, vos réactions sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter @TV5 Monde. MOE. Au revoir.